Ils sont là. Bonjour. Dans une énergie débordante. Il va juste répéter en doublé chuchoté. Débordante. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Café Bromance. Vous êtes en excellente compagnie comme d'habitude car je suis avec Rémi qui est là. Bonjour Rémi. Il est là, bonjour. Et Corentin, comment vas-tu mon cher Coco? Écoute, ça va, on fera la météo des émotions dans quelques instants bien sûr. On va annoncer le thème du jour pour commencer. Le thème du jour, comme ça les gens savent sur quoi ils ont cliqué et ils partent pas directement. Toi t'as eu des retours d'expérience. Ouais, on m'a dit il faut que ça aille plus vite au début. Donc là, allons tout de suite sur Alors, le thème. Mais ça n'a rien à voir avec le podcast, hein. On m'a dit il faut aller plus vite au début, de manière générale. Bon. Alors, le thème aujourd'hui, est-ce que tu aimes travailler? Alors attention, ce n'est pas un podcast de droite, on va parler de notre rapport au travail, même si on va aborder le sujet, je pense. Est-ce qu'on aime travailler dans le sens de la notion de faire des efforts pour réussir quelque chose, de travailler, d'apprendre finalement? Oui, et surtout chronologiquement dans notre vie, est-ce que ça évolue et ce rapport au travail? C'est ça, et en quoi c'est important aussi? Parce que j'avais des réflexions là-dessus, de si on a des messages à faire passer à la jeunesse, tu vois, vu qu'on est vieux. Non mais si tu veux parler à ton petit frère, tu lui envoies un MDM. Hein. C'est pas faux. T'as pas besoin de passer par un podcast. Écoute, on a des rapports compliqués. Moi j'ai essayé avec mon petit frère, ça n'a pas marché. On va commencer donc avant de parler de notre rapport au travail et de conseils à la jeunesse. Ça va être très France Inter aujourd'hui, France Info. Emilia, on t'embrasse. On embrasse. Bien sûr qu'on l'embrasse. Rémi, météo des émotions du jour. Dis-nous, je t'écoute, je n'en peux plus, je suis impatient. Écoute, on est sur un jour d'automne, oui. Un peu voilé. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Voilà, vous avez une légère brume et vous prenez il y a une fiente de pigeon juste qui tombe à gauche de vous. À gauche de vous, qui ne tombe pas sur vous, mais qui tombe à gauche de vous. Okay. Et vous vous dites, bon, d'un côté, je suis chanceux parce que à 1 mètre près, elle était sur moi. Et en même temps, il y a quand même un pigeon qui vous a chié juste à côté dessus. Donc, c'est pas idéal. Mais en même temps, on se dit, on relativise. C'est des jours où on relativise et on dit finalement, on est très bien lotis. Même si on a une humeur qui n'est pas ensoleillée. Quoi. Je vais être deep un peu, je vais faire le psy, mais dans la métaphore du caca de pigeon, quel est ton caca de pigeon du jour? Mon caca de pigeon du jour, c'est une petite baisse de la volonté sur le travail musculaire. Ok. Voilà. Et sur l'habillement... C'est le rapport... Alors... On en parlera, mais il y aura une photo. Mais parlons-en maintenant. Tu n'auras aucune photo. Je vais pas faire mon humeur du jour et puis après on part sur tes vêtements parce que ça va être une catégorie à part. On va jamais démarrer ce projet. Allez, bon, mais très bien, voilà. Non, mais le rapport à la discipline qui chez moi est un truc qui est très très compliqué. Et d'ailleurs, on va y revenir sur le rapport du travail. Mais vraiment, m'imposer une discipline est quelque chose pour moi de super dur. Quoi. Ok, ça marche. Ah, c'est intéressant en plus. Et donc c'est frustrant parce que... Il y a plein de choix de vie du coup que tu as dû faire dans ton travail ou dans ce que tu fais en tant que comédien du coup qui sont impactés par ça, je pense. Ouais, alors j'ai jamais fait l'analyse, mais oui, il faudrait qu'on en parle. Ouais, la session est offerte, alors on va y aller aujourd'hui. Très bien. Mon humeur du jour en ce qui me concerne, mon cher Rémi, j'ai la tête dans le cul. Si ça devait être une météo, ça serait brumeux, mais brumeux avec du ciel bleu derrière. Tu sais qu'il va y avoir du soleil dans quelques instants. Mais là, actuellement, on est en train de boire des cafés, en fait. Oui, mais tu m'as l'air extrêmement joyeux, quand même. Ouais, je suis joyasse. Alors, d'un point de vue purement extérieur, tu es en pleine forme. Oui, je rayonne. Oui. Oui. Alors, un grand soleil d'été. Voilà. Non, mais on n'est pas en automne, quoi. Ah non, du tout. Voilà. Du tout. Mais pour plusieurs raisons. Donc, vraiment, tout se goupille bien en ce moment, on est content. Donc, on surfe sur la vague du bonheur. Et on n'en laisse pas aux autres. Hein. Et la sortie de FIFA. Et la sortie de FIFA, bien sûr. C'est-à-dire que... les rencontres, ça joue. La sortie de FIFA, le taf ça se passe bien. Là actuellement moi je suis à mon climax. Bon bah écoute. S'il faut me rencontrer un jour dans ma vie c'est en ce moment. Donc là théoriquement on est en haut. Oui. Forcément les prochains épisodes vont être extrêmement décevants. On va descendre. Il y aura un retour. Hâte d'y être. Ouais, de très bonne humeur donc je pense que c'est vraiment le petit brouillard du matin avant le grand soleil. Après on enregistre un samedi donc forcément on est en fin de semaine. Samedi pluvieux. Samedi heureux. Le point outfit, vous pouvez passer en mettre un timecode, pas du tout. Le point outfit avec Rémi. Alors Rémi, est-ce que je peux y aller ou est-ce que tu y vas ? Vas-y. Rémi porte actuellement. Je commence par le bas parce que le meilleur est en haut. Est-ce que tu peux quand même préciser que ça n'arrive jamais ? Ah oui, non, ça n'arrive jamais. Je t'ai jamais vu aussi schlag. Mais jamais. Oui, mais moi, là, j'ai eu honte. Déjà, l'homme qui dit qu'il ne porte jamais de casquette est arrivé avec sa bonne casquette aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Ouais, C'est parce que j'ai eu les cheveux très longs. J'ai enfin trouvé un rendez-vous avec mon coiffeur, François Raphaël. Ça s'est très bien passé par ailleurs. Ouais. Et donc là, par réflexe d'habitude, non, c'est aussi parce que quand il pleut et qu'on a des lunettes, la casquette permet avec la visière quand même de manière pratique de ne pas avoir des gouttes sur les verres. Et oui. Voilà. Pour les lunettes, je peux comprendre. Voilà. Donc je la garde alors que je ne portais jamais de casquette avant. Tu vas faire des tutos sur TikTok bientôt, du coup. N'hésitez pas à me demander, j'aurai mon top 3 meilleures casquettes. Les chaussures, on est sur du turquoise, on les aime bien, elles sont classiques, on en a déjà parlé, la marque a déjà été citée dans un autre épisode. Mais en taillé, quoi. Oui, non, mais c'est la vie. Voilà. C'est la vie. Mais tu l'aimes bien? Bah, je l'aime bien. Alors c'est marrant parce que tu m'avais défoncé sur ces chaussures. Dégueulasse à la base, Oui. mais en fait, ça, c'est tout le style de Rémi. C'est qu'au début, tu te dis, c'est vraiment un connard parce qu'il fait exprès de mettre des trucs hyper colorés et tout. Et à la fin, il te chope. Tu sais que là, c'est un excellent compliment. Enfin, je suis extrêmement touché là. Et tu portes un magnifique jogging. Un jogging slim, c'est Oui, important, c'est un de jogging sportif, slim, ouais. du Stade Français, le club de rugby, avec les initiales de ton frère. Pour quelle raison? Parce qu'il a été kiné là-bas. Alors, Et qu'il m'a filé ça en dotation, voilà. Et alors, en dotation? Bah oui, parce qu'ils ont des dotations, si tu veux. Ce jogging est magnifique, il est bleu avec un liseré rose, le logo est rose. Que dire de ce jogging? Même le rose est déjà... Bon, moi, je suis pas contre le rose, hein, mais là, c'est vraiment non. un rose très là. Ils ont réussi à faire un rose vraiment... Le rose qui tire vers du yaourt. Oui. Un rose blanc, là. Et puis, il est pétant, hein, quand même. Il pète. Et alors, un t-shirt qui sent bon la maraude, qui sent bon le commerce de rue. Maraude, j'avais pas entendu ce nom depuis un livre sur le Moyen-Âge. Ah bah, le t-shirt troubadour, il est là avec... Mais qu'est-ce que le t-shirt troubadour? Ah bah c'est le t-shirt avec... C'est un t-shirt slim de pyjama, oui, noir. Qui n'a pas coûté très cher, je pense. Mais ce qui a coûté cher, c'est l'impression. Et non, parce qu'elle a été faite artisanalement. Et ça se voit. Tout est stickers. Les stickers, c'était une seule feuille qui a été découpée. Tout est stickers. Avec le bleu c'est un principal. double face qui se fait avec un fer à repasser. Mais faut pas le faire trop chaud. Non. Sinon ça abîme la police. Les gens vont demander les TikTok. Hein, et au verso, oui. Sur ce dos qui manque profondément de muscles, il y a l'affiche de la pièce. L'affiche de la pièce, le titre de la pièce en gros sur le buste. Il y a un QR code qui est vraiment placé au niveau du nombril, je dirais, ou alors juste en dessous le plexus solaire. En dessous du plexus. QR code qui du coup ne sera plus valide puisque je pense qu'il est ramené vers les réservations pour Avignon. Faut le tester. Bon, je ferai pas ça en live. Je risquerais de faire Elon Musk avec ces Tesla, ça serait ridicule. Avec bien sûr la date, la rue du Théâtre à Avignon et sur les épaules la date 1515 Marignan, bien sûr, pour ceux qui aiment l'histoire. Oui, parce que la pièce c'était François Ier. Exactement. Mais si vous aimez l'histoire, allez écouter Franck Ferrand. Ne vous faites pas chier ici. Ça marche encore. Ça marche encore. Franck Ferrand qui est venu voir la pièce. C'est vrai? Et alors il a adoré? Il a beaucoup aimé. Ah bah dis donc. Après il a beaucoup aimé, on sait jamais trop, voilà. Mais... Oui, par politesse. Bah, c'est quelqu'un de très avenant, très poli. Maintenant, bon. Comme tous les gens de droite qui aiment l'histoire. Bah non, mais c'est-à-dire que des gens médiatiques comme ça, c'est chouette quand à la sortie de la pièce ils te disent qu'ils ont aimé. C'est encore mieux quand ils font un billet d'humeur sur la pièce. Quand t'es rédac-chef d'un magazine comme Histoire ou Historia, oui, alors ça fait grand bruit parce que Historia avait une ligne, bon, on va faire rapide, mais avait une ligne plutôt centre-gauche sur l'histoire. Et Franck Ferrand est plutôt étiqueté à droite. Oui. Et sur le récit, le roman national, voilà. Et donc depuis qu'il a pris Historia, t'as toute la rédac chef de Historia qui se sont partis. Ah ok. Oui. Ah, oui. Il y a eu une fuite. Chassé-croisé. Oui, chassé-croisé. Haussien juliette. C'est vraiment le changement administratif aux États-Unis où tout le monde prend ses cartons et t'as plus de raisons qui sortent. Bah, Historia, ils ont vécu ça. Alors comme Historia, il y a littéralement 20 abonnés. C'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas marqué les gens au niveau national, mais ça a fait un peu de bruit dans le Landerneau historique. Oh bah alors, et on en parle encore. Hein. Oh bah ça, dans tous les colloques sur Louis VI le Gros, il y a au moins une demi-heure sur... Non mais attends, Historia, c'est plus possible. On a cassé du sucre sur Franck Ferrand. Et je peux vous dire qu'il n'est pas diabétique, le monsieur, il l'a senti passer. Hein. Franck Ferrand, extrêmement sympathique. Il venait lui passer au Standard alors que c'était quand même un étage en dessous. Et ça, c'est pas donné à tous les animateurs de venir saluer le Standard. Alors, Europe 1 quand c'était de gauche, hein, je précise, car je suis parti quand c'est devenu de droite. Europe 1 de gauche, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il y avait Coluche. Bah, du temps, oui, non, mais. J'y étais pas, hein, mais il y avait Coluche. Mais du temps de Coluche, Europe 1 était déjà étiqueté à droite. Hein. Les Restos du Cœur, c'est quoi? Non, mais en fait, Coluche. Non, mais attends, Coluche, alors, c'est marrant parce que j'ai fait un événement il y a 2 jours avec notamment les Restos du Cœur. Ne vous inquiétez pas, on va parler du thème du travail. J'ai rencontré le fils de Coluche. Ouais. Le fils à Coluche, du coup, non? Oh là là, Colucci, et je sais plus son prénom, si c'est Jean-Philippe ou un truc comme ça. Mais super sympa. Ok. Adorable. Il ressemble à son père? Alors, il a plus de cheveux. Ouais. Mais il a son côté, rondouillard. Marius Colucci. Il a 2 fils.
C'est Romain. Ok. La photo est pas contractuelle. Hein. Il a un petit peu tapé dans le buffet depuis, mais il est super sympa. Super sympa. C'est extraordinaire. Non, mais bon, pour distribuer des plats, il faut mieux aimer la bouffe quand même. Ah la vache, il a été. Ok. Pistonné. Alors. C'est pas grave, on peut le dire. Les fils d'eux sont souvent pistonnés quand même. Bon, après, bosser à Brest du Corps, c'est pas un piston. C'est une transition parfaite, Rémi. Le travail, Le travail. la valeur travail, chère à Nicolas Sarkozy, ta gueule. On n'en parle pas de cette valeur travail. Là, on parle vraiment du fait d'aimer travailler. Oui. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi, tu as l'impression, et on va le faire chronologiquement parce que je trouve ça hyper intéressant dans les chemins de vie où ça nous emmène justement, et ce qu'on en garde après, est-ce que toi, tu prenais du plaisir, genre aller à l'école, à travailler, à apprendre des choses nouvelles dès le plus jeune âge, et on va peut-être aller jusqu'au lycée comme ça, tu vois, genre avant les études supérieures. Est-ce que toi, c'est un truc que tu kiffais? Alors, je différencierais le fait d'aller à l'école et le fait de faire les devoirs chez soi. Ok. Moi, j'avais une angoisse terrible de faire les devoirs. Oh, ok. Moi, je ne supportais pas... En fait, je ne comprenais pas le concept de... On me demande d'être là pendant 8 heures à un endroit, vissé sur une chaise, sans qu'on m'ait demandé mon avis. Et sans te payer. Et sans me payer. Non, mais c'est vrai. Et pendant longtemps. Tu sais que c'est quand même énorme. Oui. Enfin, c'est de septembre à juin. Oui. Voilà. Je crois qu'il y a une stat qui montre que jusqu'à tes 18 ans, tu as passé plus de temps à l'école que chez toi ou avec tes amis. 100%. Enfin, c'est fou, quoi. Et bref, donc du coup, moi, j'avais beaucoup de mal à faire mes devoirs. Ouais. Et je me rappelle à toute ma vie, ça m'a traumatisé un peu. C'est que, évidemment, je ne les faisais pas par stress. Mais parce que aussi, je me disais, mais pourquoi je fais 8 heures au boulot et je rentre chez moi et il faut encore que je travaille. Donc, j'étais plutôt à l'écoute quand j'étais en cours. Parce que justement, je voulais surtout pas... en fait, perdre mon temps en école si c'était pour le récupérer le soir. Ouais. Donc j'essayais de justifier le fait d'être très sage et très attentif en cours pour n'en rien foutre dès que je sortais de l'école. Et il y a eu en CM1, donc je faisais jamais mes devoirs, et en CM1, donc tous les matins, le stress absolu parce que la maîtresse surveillait, vérifiait les devoirs de la veille. Évidemment, j'avais fait à 5 minutes du début... 3 gribouillis de trucs, donc à chaque fois je me faisais défoncer, j'avais des cols et donc j'écrivais, je réécrivais 18 fois des punitions débiles, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis il y a un jour, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai fait mes devoirs et ça m'a marqué, la maîtresse a fait applaudir toute la classe. Ah, t'étais si naze que ça? Bah ouais. Parce que pour faire applaudir tous les mais autres... oui. Non mais en fait, et ça m'a pas rendu fier en fait, ça m'a plus humilié qu'autre chose. Ah ouais, c'est humiliant, ouais. Bah non, parce que je pense qu'elle a dû le faire en mode plutôt, tu vois, c'est super, gratification, et tu vois, voilà. Et au contraire, moi, ça m'a humilié sur le fait que, il y avait un truc pas normal là-dedans. Ok. Dans le fait que les gens t'applaudissent parce que tu avais fait quelque chose. Non, c'est pas ça. Parce que sinon, ton métier est bizarre. Non, mais il y a un truc. J'avoue. Il y a un truc pas normal, je trouve, dans le fait de demander autant de temps bloqué dans une journée à un enfant, et c'est parce que les parents peuvent pas s'en occuper. Hein, oui, bien sûr. C'est la raison principale. Parce que tout prouve au niveau études pédagogiques que ça n'est pas ça n'est pas la meilleure manière d'apprendre des choses à un enfant, de rester assis physiquement à un âge où il est très curieux, il saute d'un sujet à un autre et qu'il a besoin de se dépenser physiquement. Enfin, bref. Pour ceux qui le peuvent. Voilà, mais je critique pas oui, bien sûr, et je critique pas le système parce qu'en fait c'est super dur comme enjeu. Oui, il est en train de mimer un fauteuil roulant. Mais voilà, c'est très... bien sûr, tu crois quoi? Inclusivité du podcast. Mais il faut. Mais voilà, et donc ça c'était en primaire. Collège, j'ai eu des périodes où je foutais vraiment le bazar en cours. Ouais, j'ai eu mais parce qu'en fait c'était le moment où mes parents étaient en train de divorcer. Ok. Et là j'étais très fermé et calme chez moi. Et par contre je foutais un dawa pas possible en cours. Et ça coïncidait, on était en classe, ça va paraître drôle, mais on était dans une classe spéciale sport. Ok. C'était pas du sport-études, mais on avait quand même 8-10 heures. C'était des classes à thème. Ouais, et tu faisais quoi comme sport? Handball. Handball, ok. C'était handball-rugby. Dès le départ, je me suis dit en 6ème, il est hors de question que je passe l'hiver dehors. Donc, la passion du sport, la passion du sport avant tout. Non, mais j'adore le sport, mais j'ai des sujets pragmatiques. Pourquoi t'es pro en hand? J'étais frileux. Non, mais c'est vrai, il faudrait que je me pose la question, mais j'ai jamais voulu faire scout parce que hors de question de vivre dehors alors que j'ai une chambre chez moi. Enfin, tu vois, c'est un concept qui m'échappe. Et donc là, c'était pareil. C'est-à-dire que je m'étais dit, l'hiver, je le passerai au chaud, et donc j'ai fait du hand. Et j'ai adoré. Et donc, ouais, on avait 8-10 heures, on était la même classe, on se connaissait par cœur. Et ça, c'était le bordel chez moi, au sens, pas le bordel au sens, mais bon,
c'était compliqué Oui. à vivre. Oui. Et donc je pense que je foutais le dawa Ok. en classe. Et tu bossais pas du coup? Hein? T'étais mauvais élève en plus de ça? Alors ou non, seulement justement, non, mais discipliné? c'est ça qui était assez insupportable pour mes parents, pour ma mère surtout, parce que c'est elle qui s'en occupait, c'est que moi j'ai toujours été très politique. Donc j'arrivais toujours à me mettre dans la poche les profs, et d'ailleurs j'arrivais bien à les faire rire. Et donc les réunions parents-élèves, ma mère était toujours un peu folle de rage quand elle revenait, en me disant mais c'est pas possible, comment t'arrives à le faire, parce que je vois les notes, Oui. et les profs sont là, Rémi... il est quand même très caustique. Il y a des moments, il faut que je me morde la lèvre pour pas rire. Alors c'est vrai, il agite un peu tout le monde, mais Et moi surtout, j'avais une technique, c'est que comme j'écoutais en cours, et que je glandais rien chez moi, je faisais toujours une énorme évolution de notes. Une évolution entre le premier et le deuxième trimestre. Ouais, ok. Pourquoi ? Parce que comme j'écoutais, il y avait un côté où à terme ça portait ses fruits. Et après je lâchais. Et donc troisième trimestre ça redescendait. Mais je faisais toujours le petit gap. Donc premier trimestre je me faisais enquiller par les profs, genre il faut faire des efforts. Deuxième, il fait les efforts donc c'est super. Quand il veut, il peut. Et après troisième trimestre, j'étais sûr de passer, donc je m'en foutais. Okay. Donc voilà, c'était un peu ça à chaque fois la mécanique. Et après je me suis vraiment mis à bosser troisième, seconde. Par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui a été le game changer ? Je pense que j'ai commencé à être un peu plus mature. Ouais. Et j'ai réalisé que si je voulais avoir le choix après, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais il s'agissait quand même d'être pas dans le ventre mou permanent. Moi, j'ai toujours cherché à être dans la zone où je n'étais pas en danger. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc la plupart du temps, j'étais quand on savait qu'on était 40 dans la classe, je m'assurais d'être entre les 25 et les 30. Ok. J'ai jamais eu le rêve d'être premier. Ok. Et en fait, toute ma scolarité, je me suis dit, je vais me prendre une énorme baffe dès que le niveau va augmenter. Ouais. Et à chaque fois, j'ai réussi à me débrouiller pour être dans la zone juste au-dessus du danger. Et même quand je suis arrivé en prépa, je me suis dit, bon, là, il n'y aura pas il y aura pas d'échappatoire. Et j'ai réussi à être juste en dessous des 12-13 derniers qui se faisaient sucrer, quoi. Donc j'ai plus envisagé moi ma scolarité comme une forme de survie facilitée. Je pense que j'avais des facilités d'écoute et j'étais une tange dans certaines matières comme tout le monde. Et j'aimais pas faire les devoirs. Mais ça c'est fou. Mais du coup t'as jamais, en tout cas dans ta scolarité on va dire jusqu'au bac, le plaisir de travailler n'existait pas vraiment, c'était plus une nécessité et un choix tactique. Non, ça m'est arrivé par moments parce que j'ai eu une prof ou un prof qui m'a rendu la matière passionnante. Ouais. Genre, les maths, j'étais nul depuis que j'étais tout petit. Et en seconde, j'ai eu une prof géniale, Madame Coué, je l'embrasse. Oui, on a une drop, bien sûr. Mais bien sûr, Madame Coué, le cœur sur la main. Madame Coué que j'avais rencontrée sans le vouloir en 5e. Pourquoi ? Parce qu'on avait une prof d'SVT, Madame Boucher, et je m'excuse auprès d'elle, on a poussé aux larmes. Parce que, quel métier difficile. Elle était prof d'SVT, elle était incompétente, c'est peut-être pas de sa faute, mais c'est surtout que nous, on l'avait de 16 à 17 heures un mercredi, en ayant 4 heures hors cours avant. Okay. Donc tu gardes des enfants pendant 4 heures de permanence pour un dernier cours, et elle arrive avec une valise, et on a fait une course de chaises, enfin, bref. Et donc Madame Quick était juste à la salle mitoyenne. Okay. La prof pète un câble, elle pleure, elle part voir le proviseur. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Oui, il faut pas. Non, il faut pas. Mais ça m'a marqué, évidemment. Et c'est Madame Coué qui est arrivée. Et c'est là où je suis désolé, il y a quand même une forme d'autorité ou pas qu'on a. C'est que la prof est arrivée et à l'instant, on a fermé notre bouche. C'est pas bien. Ça non, mais bien sûr, mais c'est mais les enfants sont des sauvages qui sont des révélateurs permanents de rapports de force. Non, mais j'y crois profondément. Emmanuel Macron. Non, mais c'est pas ça. Je ne comprends pas les adolescents. Non, mais les adolescents, on est des sauvages de révélateurs de pouvoir. On est bourré d'hormones. Oui, et puis je pense qu'il y a un test permanent. Mais par contre, on est con et donc du coup, on respecte parfaitement si on sent que l'autorité est là. Et donc bref, je l'ai retrouvée 3 ans plus tard. Elle était passionnante parce qu'elle aimait sa matière de maths et que ça marchait bien. Et j'ai bossé comme un fou pendant 1 an les maths et j'ai aimé. Voilà. On peut parler de la méthode Coué qui t'a vraiment aidé. Elle est très bonne, je vous serre la main. Merci beaucoup. J'attendais juste mon timing. J'ai senti que là, ça faisait vraiment 10 minutes. J'attendais mon timing, mais... Écoute passive. Méthode Coué, pour ceux qui ne la connaissent pas, on peut peut-être la décrire, qui peut fonctionner pour certaines personnes. La méthode Coué, c'est d'annoncer quelque chose pour se convaincre dans sa tête que c'est possible, et ça arrive. C'est une sorte de philosophie autoréalisatrice. Et d'auto-persuasion de la possibilité de faire les choses. La méthode Coué. Ok, donc c'est hyper intéressant. Et après, prépa, j'ai adoré. On fait juste pour le jusqu'au bac, et après on fera les... Alors vas-y.
Totalement l'inverse. Mais alors, tu vois, genre, on a très peu parlé du rôle des parents dans ce qui te concerne. Alors, je pense que pour des raisons, d'instabilité, enfin, je sais pas comment dire, mais alors, je moi, sais que c'était difficile à la maison. Mais, Non, mais alors, pas de ce point de vue-là, moi je vais le faire très court. Ma mère nous a jamais. Enfin, comment dire, ma mère nous a toujours mis en responsabilité par rapport à notre travail, en nous disant si vous voulez avoir le choix plus tard de faire ce que vous voulez, c'est à vous de bosser pour avoir les notes. Et moi, je pourvois à vous. Alors, elle nous achetait les cahiers de vacances l'été, évidemment. Chose atroce. Parce que c'est encore une fois. J'adorais ça. Oh là là. Et ben moi, par contre, j'avais une grand-mère guadeloupéenne, paix à son âme, celle que j'ai enterrée à Fréjus, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent. Ouais. Absolument. Enterrée, peut-être pas le bon mot, mais... Non, immergée. Oui. C'est toujours aussi jaloux. on a immergé la grand-mère. Baptême, on a immergé la grand-mère. On a twisté le baptême. On a... C'était terrifiant. Et donc, mamie... mamie était prof de maths. Si t'avais dit natation, j'aurais pu être cassé en deux d'un coup. Non, mais prof de maths. Ok. Prof de natation. Et c'est pour ça qu'elle souhaitait être immergée. Quand même, la seule fois, elle a pas su nager. Mais bon, non. Et donc, prof de maths et rapport au travail de fou. Et donc, du coup, elle nous a bossé comme une folle. Ok. Mais par contre, non, ma mère, elle nous mettait en responsabilité. Donc, si on glandait, c'était à nous. Voilà. Et tu vois, il y avait le même rapport sur le fait de travailler, de nous responsabiliser en disant, de toute façon, si vous voulez réussir et avoir le choix, faut travailler. Mais par contre, il y avait un rapport où ma mère est quelqu'un qui aime apprendre, je pense fondamentalement, tu vois. Elle est curieuse, elle aime... c'est une férue de mots fléchés. Et non pas Cyril Ferraud. Et de mots croisés. Elle adore les casse-têtes, les puzzles. Et donc moi, très vite, j'ai fait plein de puzzles, plein de trucs de casse-tête et tout quand j'étais petit. Les trucs de logique et de... Ouais, tu sais, les trucs de jeu en bois où il faut faire entrer des formes et à chaque fois, tu rajoutes une forme différente et il faut réussir à en faire un rectangle. Mais ça, parce que les ronds dans les carrés, ça, c'est les trucs d'éveil à 2-3 ans. Oui, ou plus tard, mais là, c'est mauvais signe. Pas pyramide, mais des trucs où, des formes très différentes qui peuvent faire une structure. Et en fait, c'était à plat, il faut les imbriquer pour pouvoir faire un rectangle. Les gens de ma famille qui vont écouter voient très bien de quel jeu je parle. Il ressort encore à tous les repas de famille, c'est extraordinaire. Mais du coup, en gros... C'est-à-dire, vous y jouez encore en famille ? Oui, bien sûr. Et encore, en gros, il y a une grosse éducation autour de ça et avant l'école, tu vois. Et du coup, arrivé à l'école, moi, j'avais vraiment... je pense que je suis un gamin curieux à la base, tu vois. Et il y avait vraiment un truc, j'adorais, mais premier degré, les cours. J'étais attentif de la minute 1 jusqu'à la fin du cours. Et j'adorais, genre, avoir ces informations qui venaient à moi tout le temps. Et j'adorais les recracher pour les exercices. Oui, c'est ça, t'aimais la mécanique. Parce que moi, j'adorais le savoir, c'est-à-dire que j'adorais la notion d'information et de curiosité, tout ça. Mais le côté avoir derrière à donner un rendu et que ça soit noté, moi, ça me coupait tout le plaisir. Ah ouais ? Moi, ça m'a toujours coupé tout le plaisir. Typiquement, en prépa, où c'est le plus valorisé de lire, c'est là où j'ai le moins aimé lire. Et le moment où j'ai terminé ma prépa, mais j'ai retrouvé un goût de la lecture inouï. Donc j'ai vraiment un truc mentalement où je ne supporte pas de faire des choses dans le but d'avoir un intérêt à une note derrière. Tu vois, moi je le voyais pas comme ça, je le voyais comme étant, t'as appris un truc, vas-y prouve que tu sais le faire en fait. Et du coup moi il y avait un truc de complétion, tu sais, de réussite à la complétion. La complétion. Ouais, le fait de terminer quelque chose et de le faire et de voir. C'est la complétion ça ? Ouais, il me semble. Attends. On peut vérifier parce que pour une fois. Pour une fois ça serait ça serait extraordinaire que ça soit ça. Est-ce que ça serait pas dans la zone interlope ? Action de compléter. D'accord, la complétion. Donc pour moi je le vois vraiment là-dedans, tu vois, genre il y avait un truc de t'as appris quelque chose, vas-y recrache-le et montre que t'as appris et compris, tu vois. Et vu que par contre tu vois genre j'ai une bonne capacité d'écoute de manière globale et du coup je pouvais me permettre d'être en cours, écouter, pas forcément écrire grand-chose, tu vois, mais juste le fait de l'avoir entendu ou vu était largement suffisant, plus que si je l'avais écrit, tu vois. J'ai pas du tout une mémoire qui passe par ça et du coup le fait d'être attentif en cours, moi c'était vraiment ma clé et je rentrais chez moi, les devoirs c'était... Et toi, t'avais pas à te motiver pour faire tes devoirs le soir ? Absolument pas. En fait, il y avait un moment dédié qui était quand je rentrais de l'école et avant d'aller jouer dehors ou de faire de la console ou des trucs comme ça, il fallait que je fasse mes devoirs. Donc en fait, pour moi, c'était genre, c'est l'équivalent aujourd'hui de quand je rentre chez moi, si je veux geeker à la play, il faut que le ménage soit fait, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc de dire. Mais c'était toi envers toi-même ou c'était je pense que c'était institutionnalisé au sein de la maison, tu vois. Il y avait vraiment un truc de, t'as fait tes devoirs, avant de pouvoir aller jouer au foot, avant de pouvoir aller faire de la console, voir les potes. T'as fait tes devoirs. Est-ce que tes parents étaient là, toi, quand tu rentrais ? Mon père, non, ma mère, oui. Ah, parce que ma mère travaillait à la maison. Donc, ça joue, c'est une chance. Parce que moi, ma mère travaillait et elle rentrait à 20h. Et mon père était à la maison, mais mon père ne s'est jamais vraiment soucié de notre partie devoirs et école. Ouais. Et ce qui fait qu'on n'était pas du tout livrés à nous-mêmes. Mais on avait la possibilité de pouvoir, si tu veux, ne pas rendre des comptes si on pouvait ne pas rendre des comptes.
Bah, tu vois, moi, mon père, pareil, un peu distant par rapport à ça, mais il rentrait tard de toute façon, vers 20h, 21h, et du coup, je le voyais pour manger, pour dîner et souper. Et ma mère, non, était tout le temps là. Mais tu vois, genre, pas un truc d'oppression. J'ai jamais eu l'impression de devoir le faire. Moi, je prenais beaucoup de plaisir à le faire, mais parce que je trouvais ça honnêtement très accessible et je me disais, bah, oui, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc évidemment que c'est Moi, ça, je tu vois. trouvais ça dur de me dire. Et alors, je sais, ça va peut-être jouer, mais t'avais combien de temps de transport entre ton école et chez toi? Alors, les maternelles, j'avais 5 minutes à pied. Non, mais maternelle, il faut juste apprendre à faire la Primaire, sieste. primaire, j'avais vraiment, honnêtement, j'avais à pied, j'avais 5-6. Collège-lycée. Collège, j'avais le bus tous les jours. Donc, collège, j'étais en 30 minutes, je pense. Ok. Et lycée, j'étais à l'internat. Et donc, l'internat, hyper bien pour ça, parce que tu as vraiment des heures sanctuarisées, encore une C'est fois, ça. pour travailler. Mais de toute façon, c'est la clé. Et, quand on fera le débrief Ouais. enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment sanctuariser le travail et le sacraliser, tu vois, pour en faire un moment dédié. Je trouve ça hyper important. Et ça, c'était bien fait. Pour le coup, l'internat, il y avait, à la fin des cours, 1 heure, 1 heure et demie de permanence d'interne. Mais en gros, on était tous dans une salle. Absolument. Le pion, il surveillait et on faisait nos devoirs. Et c'était trop cool. Et ça, c'était obligatoire en seconde, mais puis après, en première et en terminale. Mais du coup, moi, ça m'est arrivé en première et terminale d'aller avec les secondes Ouais, je vois. pour faire mes trucs parce que je disais, mais en fait, si je vais dans ma piole, on va rien foutre et je veux pas rien foutre, tu vois. Bah en fait, mais je suis totalement d'accord avec toi, et moi je le réalise maintenant, et c'est pas pour trouver des excuses, hein. Non, Il y en non. a qui avaient les mêmes... C'est un très beau métier, comédien. Hein. Pas parce qu'il faut pas de diplôme que c'est pas bien, Rémi. Hein. Te dévalorise pas comme ça, hein, c'est important. En réalité, si tu veux bien gagner ta vie pas trop tardivement dans ce métier-là, il vaut mieux avoir un diplôme d'école publique, mais ça décide dès le 18 Oui. ans, et c'est très beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais toujours est-il que pour revenir sur notre sujet, moi j'avais 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour, et j'avais que 2 bus dans la journée. Ok. Et sinon, c'était 1 heure et demie de trajet, Ouais, et j'avais pas de scooter, il n'avait jamais été question de pouvoir en avoir un. Ce qui fait que tu avais quand même 1 heure de bloc de coupe Mhm. à la fin de tes cours quand tu rentres chez toi. Et c'est mentalement super dur quand tu es déjà en décompression de te remettre dans un Ah, truc. je comprends. Et en effet, moi j'adorais bosser quand on avait des heures de permanence durant la journée à Ouais. l'école. Et moi, l'objectif c'était de faire le maximum, vu que j'étais obligé d'être là, faire le maximum là où j'étais. Quoi. J'adore, t'étais vraiment déjà un fonctionnaire avant l'heure. Je ne ramène Ah pas ouais. de travail à la maison. Pas Mais de vraiment, travail à la maison. non mais en vrai, J'adore. oui. Ah ouais, En fait, c'est moi, excellent. de ce point de vue-là, je séquence énormément. Ok. Et je pense que j'ai jamais aimé bosser dans ma chambre, parce que ma chambre est censée être mon espace de détente. Ok. Putain, c'est extraordinaire. Pour le reste de la scolarité, collège, lycée, faut imaginer un mec qui était délégué quasiment tous les ans, qui était extrêmement participatif Lié en au goût à cours. quoi par rapport au délégué? Absolument aucune idée. Honnêtement, Mais c'est toi qui as voulu. ouais, c'est je ta- voulais, mais parce qu'en fait, moi, j'aimais bien être dans l'intimité du conseil de classe. En fait, j'aimais bien. Déjà, en fait, je m'entends super bien avec les adultes quand j'étais plus jeune. J'allais te poser cette question. Est-ce que tu as aimé très vite pouvoir discuter autant avec les Ouais. gens de ton âge qu'avec les adultes? Bah, on a la Mec, même chose. honnêtement, en sixième, d'ailleurs, anecdote de fou, mais en sixième, en gros, on arrive en sixième. Avec mes potes de CM1, CM2, ça se passe pas très bien. Pour des embrouilles C'est-à-dire, nazes, j'en ai aucune idée. Et en fait, il se trouve qu'en t'as sixième, piqué leur Beyblade. je ne traîne pas du tout avec les sixièmes, je traîne avec des troisièmes. Ok. Et je discute. Tu fais partie de ces gens. C'est ce qu'on appelle les popus. Les popus. Les populaires. Les populaires Hmm. qui, si, c'est les personnes Je qui traînais pas auprès avec des des plus populaires grands. de troisième. Hein. Ah, Ah non, je traînais avec. Je sais pas, en fait. tu jouais à Star Wars, t'avais des faux sabres laser en papier? Non, absolument pas non plus. J'en ai vu. J'étais pas hein. geek. Non. J'en ai vu. Non, j'étais pas geek, c'est juste que j'avais des rêves de vieux, tu vois. Genre, moi, mes parents, ils écoutaient Nostalgie, il y avait la radio tout le temps, j'avais que des rêves de vieux. Et du coup, tu vois, genre, il y Enfin, avait un ils avaient truc. que Où... 3 ans de plus. hein. Ouais, mais en fait, l'écart, il est quand même assez important, je Ok. trouve, tu vois. Genre, il y a vraiment un truc de. Moi, les discussions, genre télé, mobilette et tout, tu vois, j'étais pas du tout en bas. Les trucs de discussion sur les meufs et tout, genre, pas mon délire. On va revenir sur le travail. Oui. Juste, je termine sur ça. Non, moi, sur mon bulletin, il y a marqué élève moteur parce que je participais énormément. En D'accord. fait, j'étais vraiment tout le temps en train de lever la main et de participer. Et dès que j'avais la réponse, je voulais la donner. Mais au-delà de ça, je voulais poser des questions pendant le truc. Enfin, tu vois. Et t'as pas subi une forme de... Non, j'étais pas vu comme l'intello. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, je faisais des blagues un peu à côté D'accord. et je m'entendais bien. Tu vois, genre le sixième, c'était compliqué. Le climax de ma réussite court, c'était vraiment la seconde et la première. Où en fait, j'étais mis dans le truc où j'étais interne, donc déjà, t'appartenais à une classe sociale qui est très bien reconnue à l'échelle du lycée. En vrai, c'est hyper bien l'internat pour ça. Enfin, franchement, s'il y a des gens qui hésitent à faire de l'internat, et même avec des gosses à l'internat, mais foncez, c'est trop bien. Enfin, il y a plein de trucs hyper cool. Alors, j'ai vécu des choses pas cool, mais ce que t'en sors en termes d'expérience, je trouve que tu grandis plus vite à l'internat. T'es plus vite livré à toi-même. Ouais. T'as plus le rapport aux parents et du coup le fait de partir après habiter tout seul à 18 ans, bah beaucoup plus facile je trouve.
Et j'étais pas du tout en décalage. Tu sais, je t'ai pas vu comme le mec qui bossait comme un chien et donnait pas ses réponses, tu vois. Moi, à l'inverse, tout le monde pouvait carotte sur moi et c'était avec plaisir que je donnais mes réponses, tu vois. Genre, il y a des mecs que j'ai carry sur 1 an. Franchement, en termes de carotte, on a rarement vu ça. Et moi, j'étais en mode, mais si j'ai l'info, pourquoi je la donne pas? Enfin, tu sais, non, mais bien sûr. Mais c'est marrant parce que, tu vois, moi, j'ai jamais été le mec populaire de ma classe. Moi, je rayonnais autour de moi. C'est-à-dire que les 4-5 personnes qui étaient autour de moi, là où j'étais assis, on voulait être à côté de moi, assis parce qu'on savait qu'on allait passer un bon moment et que j'allais faire rire. Mais j'étais jamais à être la grande gueule dans la classe, tu vois. Ouais, je comprends. Mais par contre, j'ai découvert que je connaissais des choses qui n'étaient pas habituelles pour la moyenne des gens, de culture générale. Okay. Et que, notamment dans les sujets comme l'histoire ou la géo, quand j'étais amené à poser des questions, genre, j'ai un souvenir, j'ai posé une question sur Tito. On était en guerre froide. Tito, c'était le dictateur de la Yougoslavie. Et ben, il y a un mec à côté de moi qui connaissait pas Tito. C'était pas le numéro 10 du Brésil? Si, absolument. Teach. Et il s'est marré, Tito, qu'est-ce que c'est? Parce que le nom prête à sourire. Et c'est vrai que donc, moi, j'ai acquis à mes dépens le surnom de député. C'est-à-dire le mec... Ça va être génial pour l'instant promo, je sais pas si tu vas en parler, mais ça serait extraordinaire que ça arrive maintenant, parce que je sais que tu as une actu qui va peut-être... Alors moment promo. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Mais donc ouais, et sur le moment, ça a été un peu une souffrance pour moi, parce que c'est toujours la même chose, tu veux pas blesser les gens qui connaissent pas, mais en même temps, toi, t'as pas le sentiment d'avoir honte à savoir ça, et tu le dis pas pour écraser les autres. T'as pas l'impression d'être allé ta tartine. Non, et c'est ça, et surtout, je le faisais pas tout le temps, et la prof m'a sauvé, parce qu'elle m'a dit à la fin du cours, elle m'a défendu devant tout le monde par rapport à ça, et elle m'a surtout dit à la fin, ne t'excuse jamais de connaître quelque chose. Il s'agit pas, tu le fais pas par méchanceté ou par écraser les autres. Et il y a aucune honte à avoir une forme de connaissance. Ouais, bien sûr. Et ça m'a sauvé en fait, parce que si tu veux, je me t'ai dit, mais en fait, si je veux me faire des potes, il faut soit que je m'interdise de parler de ces sujets, et pourtant j'étais pas dans un bahut, bien sûr. J'étais dans un lieu où il y avait de la culture et tout ça, mais on était 3-4 comme ça à connaître des choses que pour ton âge à 14-15 ans, sans travailler du coup, pour raccrocher sur le wagon. Non, sans travailler, mais par contre avec en fait une curiosité et une capacité de mémoire. Je pense que ça jouait, ce qui faisait que je m'intéressais à des choses et je les retenais surtout. Ouais, bien sûr. Parce que je pense que par rapport à d'autres personnes, et je l'ai vu aussi en prépa et ailleurs, j'avais une capacité à retenir de l'information plus importante que la moyenne. On y va sur la prépa, et juste pour là-dessus, moi élève très timide, donc pas du tout rayonnement et tout, tu vois, genre timide, et justement le fait d'être délégué permettait d'être une porte d'entrée pour des choses et tout, mais extrêmement timide. Franchement, c'était même, enfin tu sais, genre dans mon monde un peu, tu vois, mais je m'entends bien avec les gens, mais pas du tout à faire rire à la galerie. C'était plus une petite blague de temps en temps comme ça, tu vois, et des imitations de gens très vite aussi. Pareil, moi au bout d'une semaine j'imitais tous les profs. Pareil, j'adore. Mais par contre j'avais un truc, et j'ai un pote d'ailleurs qui écoute, Alex, je l'embrasse, qui était l'un des seuls potes que j'ai gardé de lycée et de collège, enfin de lycée, et j'avais des moments où je phasais, où j'étais face à la fenêtre et je pensais à rien. J'étais les bras dans le dos, au téléphone, en train de... Oui, voilà. Je fais référence à une scène. Je l'ai moins maintenant, mais j'avais vraiment des phases où j'étais dans la lune, quoi. Ah ouais, Napoléon sur l'île d'Elbe. Ceux qui aiment l'histoire. Retour sur le travail, donc si on peut résumer, toi, du coup, on va dire scolarité classique, pré-bac. Oui. Pas beaucoup de plaisir dans le travail. Non, et plutôt lié aux personnes, comme tout le monde, mais vraiment lié aux personnes. Et le rapport aux devoirs. Ouais, en fait. c'est ça. Qui porte jamais aussi bien son nom que quand tu le décris. Oui, mais parce qu'en fait, j'avais pas de mal à être à l'école. J'aimais bien le moment de l'école. Mais c'était vraiment le fait de travailler à proprement parler. En tout cas, le travail qui était demandé, ça, très difficile. Non, Est-ce que ça a continué après? Et je pense qu'on peut faire la période prépa, toutes les études post-bac avant le monde du travail. Je pense que ça peut être pas mal. Ok. Prépa, pour la faire rapide, j'ai décidé très tardivement d'aller en prépa. Moi, je voulais faire école hôtelière, ça coûtait très cher. Et finalement, on m'a dit, mais si tu veux un truc large, teste la prépa. Je me dis, mais pourquoi la prépa? C'est un concept très français, la prépa. Oui. Bref. Mais bon, et j'ai pas regretté du tout. J'ai adoré tous les enseignements et tu apprends tellement de choses. Je veux dire, t'as l'impression en fait que ça fait 15 ans que tu glandes rien et qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et t'es à un âge où t'es en mesure de pouvoir mesurer la chance que t'as. Ouais. D'avoir des profs aussi qualitatifs et des enseignements aussi. Donc j'ai adoré ça. J'ai compris aussi un truc très bizarre, c'est que tu ne peux pas tout faire. Et oui. C'est-à-dire que jusqu'en terminale, je glandais pas grand-chose, mais il était admis que si tu t'organisais, tu pouvais tout faire. Ah ouais, bien sûr. En prépa, même les profs vont défendre leur logique,
mais ils vont te donner un truc où si tu ne bosses que cette matière, tu peux faire une semaine. Mais tout le monde te demande le travail. Donc en fait, c'est à toi de faire des stratégies. Ouais. Et finalement, j'ai pas mal aimé ça, parce que ça t'obligeait à te responsabiliser, à te faire des choix. Donc à te mettre en pouvoir de choisir. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de mauvaise stratégie. Enfin, il y avait des stratégies de concours, évidemment, qui, moi, m'intéressaient pas parce que j'aimais pas le côté validation ou non par la note. Okay. Et que je ne supporte pas la logique de je dois bosser pour avoir une note. Tu vois, ce côté intéressé du truc, ça me dépassionne de la science, enfin, du savoir. Tu trouves que c'est intéressé comme façon de travailler ? Oui, c'est-à-dire que moi, je trouve ça absurde de me dire apprends cette logique pour avoir 20 à un concours. En fait, pour moi, c'est une absence de sens que de te dire bosse ce cours parce que comme ça, tu auras 20. Mais ça, c'est une absence de sens. Parce qu'une fois que tu as eu 20, si tu as eu 20, derrière, ok, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie réelle ? Non, mais j'entends, mais du coup, au-delà de l'absence de sens, c'est quand même comme ça qu'est foutu le truc. Et du coup, il y a un truc de comprendre les règles et de se dire, s'il faut que je bosse ça pour avoir une bonne note, de toute façon, en fait, à la fin, tu seras jugé sur la bonne note. Tu seras pas jugé sur... Moi, je me suis assuré d'avoir une moyenne à 12, mais pas à 20. Tu vois ? Comment ça, assuré ? Non, mais c'est-à-dire que je faisais l'effort. Je faisais l'effort pour être au-dessus de la barrière, parce que moi, mon intérêt, c'était de pas de redoubler et de pas être viré. Donc ça, je comprenais le truc. Okay. Mais j'ai jamais été motivé et excité à la logique de taper le 20 pour absolument parfaire le truc et masteriser le truc. Ça m'intéressait pas. Mais par contre, j'ai bouffé toutes les matières en réalité qui étaient pour moi, de mon point de vue, intéressantes, mais qui n'étaient pas les plus pertinentes. Genre, j'ai adoré l'économie. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça te permettait de comprendre le monde et que ça mettait en lien de l'histoire, de la mécanique un peu mathématique pour de la macro-éco, et voilà, et bref, des sujets historiques. Tout ça. Donc voilà, j'avais une appétence pour ça. Les langues, j'ai bossé un peu les langues, j'ai adoré. Mais par contre, les maths, j'ai adoré les maths parce que c'était des maths où il n'y avait pas de calculette. Ok. Jusqu'en terminale, tu te dis, Tu pouvais pas écrire des mots avec ta calculette en la retournant. Mais au-delà de ça, c'était pas le résultat qui comptait. Non, mais moi, je suis très sérieux parce qu'en fait, ça m'a appris à aimer les maths. Okay. Vu que c'était les raisonnements mathématiques, c'était de la réflexion. Et ça me plaisait. C'était pas, t'as eu 15, c'est bon. T'as eu 14, c'est pas bon. C'était plutôt, quel théorème t'as utilisé, quelle stratégie t'as pris pour avoir le problème, pour le décomposer. Et en fait, ça me foudroyait de me dire, on peut passer 4 heures de devoir en maths sans à aucun moment avoir besoin d'une calculette, alors que depuis que tu as eu 10 ans, on te fait comprendre que c'est du calcul. T'as quoi comme bac ? Moi, j'ai bac ES. ES, parce qu'en S, déjà, t'as déjà mais des en trucs. fait, on avait des maths. Moi, j'ai fait ES et en effet, en prépa derrière, donc prépa ECE, donc c'est ceux qui ont fait ES avant, on avait des maths qui étaient des maths similaires à de la terminale S. Parce que déjà, dès la première, t'arrives sur des théorèmes sur le discriminant, Becquerel, voilà. 4AC, des trucs où t'arrives et déjà tu fais, ok, bon, voilà, on commence à rentrer dans un autre Absolument. game. Mais moi, comme j'étais en éco, on n'avait pas eu ça avant. J'étais en spé maths, mais enfin, bon, voilà. Mais donc, j'ai adoré les matières, j'ai adoré la multitude de savoirs. Et en même temps, il y avait un côté très poétique que j'aimais bien, de se dire... Moi, j'ai toujours aimé le côté désinvolte. C'est-à-dire de ne pas donner le sentiment que ça me touche plus que ça. Donc, j'adorais le côté... Ça se voit à tes fringues. J'aimais le côté apprendre sans enjeu. Apprendre pour la gratuité du savoir. Et donc, c'est vrai que au concours, j'ai eu une école tout à fait satisfaisante, mais j'ai pas... T'étais pas vraiment fait pour le cursus scolaire. Oui, mais tu vois, j'oserais jamais dire que j'ai sous-performé par rapport à ce que j'aurais pu faire. Parce que ma disposition mentale n'était peut-être pas faite pour truster les premières places. Et après, à l'oral, j'ai rattrapé 1500, 2000 places. C'est-à-dire que j'ai eu 20 partout. Partout. Et des écoles où je leur disais, moi, en fait, j'ai pas envie de venir chez vous. Donc, ça m'a informé que j'étais heureux et j'étais aligné par rapport à ce que j'étais, mais que l'exercice du bachotage n'était pas quelque chose dans lequel moi j'excellais. Voilà. Et après, école de commerce, j'ai pris les cours qui me plaisaient. Donc j'ai pris infiltration criminelle dans l'économie légale. Ça ne s'invente pas. Oui, bien sûr. Animé par un mec qui s'appelle Fabrice Risoli, qui est corse. Ça ne s'invente pas. Et c'était passionnant. Le mec était spécialiste de la cybercriminalité et de la criminalité mafieuse. Voilà. En col blanc aussi, du coup Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les sujets dans lesquels les mafias sont les plus implantés, on les ignore, c'est-à-dire par exemple le terrassement, la préparation de terrain, de travaux, voilà, parce que c'est je suppose des métiers où tu peux faire des grosses liquidités et du blanchiment. Cacher des corps facilement. Ah aussi, non c'est vrai, mais bon, surtout pour du blanchiment d'activités illégales. Et l'autre chose, c'est par exemple les subventions européennes. Oui. Mozzarella. C'est vrai ? La mozzarella, t'avais énormément de mafia italienne qui s'était spécialisée dans le fait de couper, au lieu d'avoir du lait pur, enfin, ils coupaient avec de l'eau. Et ils chopaient les subventions avec de la mozzarella bio qui n'était pas du tout bio. Extraordinaire. Et non, mais c'est extraordinaire. Non, c'est légendaire.
Mais Ok. bref, voilà. Et donc, jamais eu finalement dans tout ton cursus scolaire, alors à quelques exceptions près sur des matières précises, la vraie plaisir de travailler quelque chose pour le plaisir de travailler un peu passion. Parce qu'on va y venir, je pense, Ouais, avec ce que tu fais actuellement. ouais, non, j'avais pas de plaisir à bosser. J'avais du plaisir à avoir des bonnes notes quand j'avais bossé, mais en fait, ça tenait pas dans le long terme en Ouais, termes je de vois. motivation. Et par contre, je me suis toujours démerdé pour pas avoir de rattrapage. Ah ouais. Non, mais du coup, sur la valeur travail et sur le fait de travailler, et de bachoter, de réviser des choses ou Ça d'apprendre n'avait des pas choses. de sens pour moi Ouais, je vois parce ce que tu que ce qui C'est avait la un sens- finalité. Oui, la finalité c'était ok, il faut que j'ai mon diplôme, je me démerde pour avoir mon diplôme. Ouais. Mais j'avais pas de sens à me dire il faut que j'aille à Oxford ou à Harvard Mm. pour 6 mois dans la mesure où derrière, mais oui, mais si c'est pour faire quoi? Parler anglais, déjà. Oui. Bref. Ouais, c'est déjà un point. Bon, mets-toi. Donc après médecine, dégoûté du travail. Donc, rappelle-nous un petit peu combien de temps t'as fait médecine, tout ça. 1 an. Donc je fais vraiment 1 an complet. Et s'il y a 8 mois de taf dans l'année, je pense que les 2 derniers, je suis plus là. Je suis déjà plus Mais là. tu tiens bien pendant 8 mois déjà. Les 6 premiers mois, 6 je tiens premiers mois, costaud. très bien. Et derrière, mais en fait derrière, il y a une espèce de recherche de sens dans le travail. Moi, j'ai vu que j'ai toujours aimé travailler. Là, le truc de la médecine, ce qui est vraiment pervers, je trouve, c'est que à la fin, tu sais que tu as un grand QCM. Et donc, en fait, c'est que du par cœur. C'est vraiment qu'un fucking grand QCM, quoi. Et en gros, il y a un seul exercice en médecine lorsque tu passes ton diplôme qui est un exercice, on va dire, d'écriture ou de réflexion sur quelque chose. C'est dans la SHS, Sciences et Histoire de la Santé, qui est, tu as un texte, en fait, qui peut être un texte, par exemple, tiré de du Moyen-Âge, la peste à Venise aussi. Et en gros, tu vas devoir rechercher tous les marqueurs de la maladie au sein et tous les symptômes, les marqueurs de la maladie qui sont décrits dans le texte. Et du coup, il y a de l'analyse de texte et il y a lire aussi, c'est de la sémiologie, tu vois. C'est vraiment lire le sens précis des choses, etc. Tu vois. Et ce qui était la seule matière qui me passionnait vraiment 100%. Le reste, que du par cœur, vraiment, j'ai... De la pure sélectivité. Ouais, et en fait, ça demande des capacités de mémoire qui dépassaient très largement les miennes, faut être extrêmement sincère, et surtout j'étais focus pendant le cours, mais en fait, il y avait tellement une somme d'informations que pour la première fois, je pense qu'il fallait que je prenne des notes à mort, tu vois. Et mon écriture étant ce qu'elle est, impossible de me relire. Médicale, écriture d'un médecin. Ah bah j'étais prêt. Là, j'étais en road to, il n'y avait pas de souci. Hein. Non, et du coup, j'avais le dictaphone et tout, tu sais, tu arrives le soir, tu enregistres et tu réécris ton cours que tu as enregistré, donc tu écoutes une deuxième fois ton cours. Et donc, en fait, tu as des journées qui durent 12, 13, 14 heures de travail. Et à la fin, tu sais que tu en tires 20%. Et les mecs te disent, mais si tu en tires 20%, c'est déjà énorme. Et alors, moi qui aime la complétion et qui aime le fait de recracher directement quelque chose, la frustration était mais tellement énorme. Et à côté de ça, j'étais en colocation avec Pierre, que j'embrasse. Le bon Pierre, qui peut-être il écoute en plus, donc vraiment gros bisous. C'est mon coloc de médecine avec qui j'étais aussi. Qui lui a tenu ou pas? Ouais, il a tenu, lui, il a réussi médecine, etc. Il a été fait pris quoi dès la maintenant première année. Et il me semble qu'il est podologue ou chirurgien podologue, donc il travaille dans le monde des pieds. Chacun prend son kiff. Cette phrase est fantastique. Oui. Je travaille dans le monde des pieds. Et il prend son pied Oui, et celui bien des sûr, autres. Absolument. Pour le soigner, rien de dégueulasse. Et du coup, en gros, lui, très, très fort là-dedans. Et tu sens... En fait, il y avait vraiment un côté machine chez lui. Et avec des sentiments, je sentais qu'il galérait, tu vois. Mais, genre, c'est la première fois que j'étais impressionné par quelqu'un. Et je suis très difficilement impressionnable par les gens, très franchement. Pour dire, j'admire personne, tu vois. Actuellement, genre, j'ai du respect pour le travail d'une personne ou son caractère, mais admirer. Et là, vraiment, pour la première fois, j'étais vraiment genre, waouh, ce gars est trop fort. Et donc, lui, il l'a eu, tu vois, genre, il était dans le top 200 dès la première année, très, très fort, tu vois. Et moi, j'étais, donc, à la fin. Donc, je fais tout ça. Les 2 derniers mois, je lâche. Je lâche complètement, je vais en cours, tu vois, mais je lâche la rampe parce qu'il fallait que j'ai ma bourse et tout, donc il fallait que j'y aille. Et j'étais encore en doute de est-ce que je redouble et je retente ou est-ce que je laisse un peu tomber là. Sachant que beaucoup d'étudiants le réussissent la 2e, voire la 3e année. T'as vraiment un truc de... C'est 2 max. T'as vraiment maintenant ouais. Ça a changé, avant c'était 3 max. Ouais, maintenant c'est 2. En fait, ça peut être 3 si le programme a changé. D'accord. Donc il y a un système, donc de la première année que tu fais ta première année, t'as un bisu, et la 2e année, t'as un carré. Et du coup, les carrés, si le programme n'a pas changé, en cours, foutent un bordel monstre, avec des chansons un peu paillardes, mais qui étaient très rigolotes, on va pas se mentir, tu sais, ils font du bruit, machin, et du coup, en gros, eux, parce qu'ils ont déjà les cours, et eux, le travail, ils savent qu'il va pas se faire là, il va se faire chez eux, et c'est là que ça va faire la diff. Mais pourquoi ils viennent? C'est pas cool pour les premières années. Non, mais du coup, ça ajoute un peu au folklore du truc, je crois, vraiment. Et honnêtement, hein, trop cool, tu vois. Enfin, il y avait un côté, le jeu était assez sympa et hyper aidant. Alors pour la plupart, pas tous, mais hyper aidant. Et aussi, tu as tout un système de vente de cours de médecine de gens qui ont. J'adore. Et ça coûte une couille, c'est extraordinaire. J'ai jamais rien acheté, mais tu peux acheter de des fiches cours propres. Ouais. Et il y a des mecs qui donnent des cours et tout aussi pour des prépas. Ouais.
Et moi, je faisais tous les cours du soir en plus. Donc, il y avait 3 cours du soir, un organisé par la fac et 2 organisés par des groupes d'élèves. J'étais aux 3. Donc, vraiment, j'ai découvert ce que c'était vraiment travailler. Mais du coup, pour la première fois, j'ai perdu la passion de travailler. J'ai perdu l'envie de travailler et le plaisir et le sens dans ce que je faisais de bachoter des choses, de travailler, parce que j'avais l'impression d'apprendre par cœur. Et par contre, apprendre par cœur, vraiment, je ne comprends pas le sens d'apprendre par cœur quelque chose, quel que soit ce que c'est. Vraiment, le par cœur, pour moi, est vraiment quelque chose qui te dégoûte en fait de l'apprentissage. Et donc, à la fin, je finis 472 sur 1200. Donc, pas dégueu, tu vois, honnête, premier tiers, tu vois, fin de premier tiers. Et donc, j'étais plutôt content. Et donc, la question s'est posée. Et tu as des rendez-vous avec des deuxième année, troisième année et des profs aussi. Et ils me disent tous, bah continue, t'es super bien parti. En plus, on a bien vu que sur la fin, ça avait lâché et tout. Donc, en SHS, la seule matière que j'aimais, j'ai eu 19. Le reste, nul à chier du coup. Et enfin, nul à chier. Honnête. Moyenne, quoi. Et du coup, en fait, est venu le moment de se dire, bon, est-ce que c'est ça que je veux faire quand je serai grand, quoi? Parce que là, je suis reparti de toute façon. Parce que tu avais fait médecine pour quelle raison? Parce qu'on m'avait dit que je ferais médecine. Ah, voilà, c'est très particulier. Très mauvais moteur. Et depuis la troisième, hein. On m'a dit, il est très fort en SVT et tout ça, et il fera médecine. Et du coup, moi, j'étais en mode... Juste par excellence des matières. Ouais. C'est une absurdité. Et du coup, on m'a dit vraiment, mec, j'ai jamais réfléchi à autre chose. Et toi, tu t'es jamais dit la projection réelle de ce que pourrait être le métier dans la médecine qui te plairait? Madame Leroux, en troisième, prof de SVT. Bah ouais, faut qu'elle arrête, Madame Leroux. Bah ouais, mais tu vois, genre, d'un côté, je remercie, tu vois, moi, je suis content d'avoir fait ça. Parce que ça m'a montré ce que je voulais pas faire, justement. Et tu vois, genre, là, je me suis rendu compte à ce moment-là. Et à la fin de cette année-là, je me suis dit, soit je refais, et je suis parti encore pour 1 an de taf de malade. Puis après, encore 4-5 ans, finalement, tu vois, minimum de taf de malade. Soit je fais quelque chose qui me permettra d'entrer plus vite dans le monde du travail et qui me passionne réellement et qui me redonnera l'envie de travailler, tu vois. Et c'est là que j'ai découvert l'école de radio que j'ai faite à Paris, qui était un apprentissage en fait où tu avais demi-journée cours et demi-journée stage. Et du coup, parfait, parce que c'était vraiment ce que je cherchais là-dedans, dans ce côté apprentissage concret et directement après dans le monde de l'entreprise. Ouais. Et adoré ça. Et j'ai retrouvé le plaisir d'apprendre et de travailler, tu vois. Mais même sur les côtés méta de la radio, sur les gens qui font ce métier, etc., j'ai redécouvert une nouvelle passion et du coup le taf, j'ai adoré. Tu vois, j'ai écrivé les trucs chez moi, j'étais tout seul, comme si j'avais un micro alors que j'avais pas de micro en train de faire les trucs. Et j'ai redécouvert ça, mais par passion finalement, vraiment avec une passion très différente. Et sur le fait de travailler et d'aimer ça, on va arriver sur le monde, la vie des adultes, la vie de grand. La vie des adultes. Je ne suis toujours pas adulte. Hein. Ouais, moi, mes parents ne sont pas morts. C'est vrai, on le rappelle. On les embrasse. Et donc, sur le fait de travailler, donc toi qui avais vraiment du coup le travail intéressé et peu passion. Ah, justement, pas intéressé. Ouais, non, mais enfin, intéressé dans le sens où pour avoir le minimum de notes pour pas redoubler, quoi. Mais pas passion, tu vois. C'est ça, je m'ai intéressé un peu en... Bah, c'est paradoxal que je vais te dire. Justement, je considère que moi, j'ai le travail passion. Là, actuellement, oui. Non, mais j'ai toujours eu le travail passion. Mais c'est pas que le travail me passionnait. C'est parce que quelque chose me passionnait, j'étais prêt à travailler pour. Oui. Mais quelque chose qui me passionnait pas, j'étais pas prêt à travailler pour, si j'y voyais pas la nécessité. Ok. Donc moi, j'étais plutôt dans la logique travail-service minimum. Ouais. Travail pour pas me mettre en danger, et voilà. Et la vie d'après. Et la vie d'après, voilà. Et l'adulte. Mais après, j'ai toujours... Enfin, tu vois, en école de commerce, je me suis énormément investi en art, et ça m'a amené à mon métier derrière, et là, je bossais beaucoup. Et donc justement, maintenant, bah, actuellement, je suis... plaisir dans le travail, passion dans le travail. En fait, quel rapport que tu as avec le fait de travailler? Et ça peut être quoi déjà travailler actuellement? Ouais, c'est compliqué comme terme. Enfin, ça va être une phrase un peu insupportable, mais j'ai pas le sentiment de travailler. Non, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. En fait, pour moi, le travail, c'est de s'améliorer dans quelque chose avec une nécessité de résultat. Et dans mon métier, en fait, par exemple, je le constate. Je vois que grâce à la prépa et à mon cursus, j'ai une plus grande capacité de travail et de résistance au stress et aux grosses charges de travail que d'autres. C'est pas lié à ma personne au départ, c'est lié à ce que j'ai eu comme expérience qui m'ont amené à tenir, voilà, et à être efficace, à faire des choix de stratégie et de hiérarchisation. Mais tu travailles finalement, parce que tu disais qu'il y avait il y avait une notion de résultat. Il y a une notion de résultat. Et tu l'as avec le théâtre. Enfin, le moment où tu es sur scène avec la pièce, tu as travaillé ton rôle, tu as travaillé ton texte. Non, mais c'est surtout, en fait, le plaisir et la fatigue ne rentrent pas en ligne de compte. Moi, seul rentre en ligne de compte la nécessité. Si je dois être prêt pour dans une semaine et que ça suppose que je bosse jusqu'à 3h du mat pour y arriver, je le ferai, tu vois. Je vais pas prendre des pauses café, je vais pas me dire « Oh ben, à peu près, ça va aller » tu vois.
Non. Donc oui, ça m'a appris à bosser beaucoup, et à bosser beaucoup, surtout dans un métier où tu ne peux pas juste te reposer sur bosser en tant que théâtre, comédien pur, pour tenir en tant que économiquement. Donc je multiplie les choses, et surtout, autant je joue, mais j'écris, je mets en scène, je développe des projets, et donc j'ai multiplié les casquettes, en fait. J'ai multiplié les casquettes parce que j'aimais ça, mais par contre, je suis allé au bout de ces projets. Et ça me différencie de pas mal de personnes que je connais qui se lancent là-dedans et qui, à un moment donné, et c'est normal, on l'a tous dans le parcours créatif, perdent en volonté. Et en pugnacité. En pugnacité. Et moi... Pugnacité. Et moi, mais d'ailleurs, tu me l'avais dit, mais c'est vrai que j'ai cette nature où si je me suis lancé dans un truc, il faut que ça aille au bout. J'irai au bout. Et je ne me jugerai pas sur la qualité, mais par contre, je vais tout faire en sorte pour aller au bout. Et je vais pas me dire, c'est pas grave si... Non, en fait. Ok. C'est un rapport à l'échec, mais ça sera un autre épisode. Mais, je le vois pas comme un rapport à l'échec. Ouais, justement, si ça va pas au bout. Non, en fait, je vois pas l'intérêt de me lancer dans un truc si je ne le finis pas. Comment tu peux savoir quand tu t'es lancé si tu vas le finir ou pas? Non, je me pose pas la question. Okay. Une fois que je me suis lancé dedans, il doit être fini. Par contre, il y a fort à parier qu'il va pas être fini dans la logique que j'avais quand je l'ai amorcé. Okay. Mais justement, ça, je pense que c'est une grande preuve d'intelligence qu'il faut avoir, dans ce métier-là en tout cas, c'est qu'il faut que tu t'adaptes aux évolutions du monde dans lequel tu es et des gens que tu vas rencontrer dans ton projet. Et j'ai amorcé une pièce en écrivant d'une telle manière, mais parce que je rencontre quelqu'un, il y a une opportunité qui se présente, et oui, c'est pas l'idée que j'avais au départ, mais je pivote pour l'adapter. Parce qu'il vaut mieux une pièce qui n'est pas ce que tu souhaitais, mais qui arrive à son terme et qui est jouée, que quelque chose qui est parfaitement ce que tu voulais et qui reste dans des cartons pendant 10 ans et qui n'existe pas. Essayez, faites, et vous verrez. Et trompez-vous, c'est pas grave. Sur les side projects, on va dire, enfin tout ce qui ne concerne pas le travail, donc les projets annexes, genre apprentissage de sport, d'instruments de musique, est-ce que tu as du plaisir dans ces travaux-là, en fait de travailler des choses qui sont pas du coup... Ils vont pas t'apporter d'argent, qui sont plus pour un plaisir personnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, si. Typiquement, moi, j'ai fait depuis que je suis tout petit beaucoup de tennis. Et j'ai fait de la compète. Et c'est vrai que je passais mon temps à répéter mes gestes. Parce que j'aimais ça et je répétais. Et tant que je l'avais pas réussi, je continuais à pas faire. Tu jetais ta raquette par terre. J'ai jamais cassé ma raquette. T'as jamais cassé ma raquette? Jamais. Moi, j'étais extrêmement calme et vraiment très, très concentré dans ma bulle quand je jouais. Mais par contre... Petit, je répétais toujours tout seul, hors raquette, tu vois, mais je mimais les gestes. Et tant que j'avais pas réussi, je continuais. Ok, c'est marrant. Ça, voilà. Tu vois, moi, j'ai je dis bien aucune pugnacité si à la fin, je suis pas payé pour le truc. D'accord. Ou que j'en tire pas une satisfaction personnelle autre, tu vois. Mais tu vois, genre, typiquement, le foot, vraiment, je fais beaucoup de foot. J'ai été en sport-études de foot. J'ai fait des tests de centre de formation pour le foot. Jamais, je sais bien, mec, jamais... J'étais chez moi en train de faire des jonglages comme un con pour arriver au minimum de jonglage qu'ils demandaient pour les centres de formation. Genre vraiment, jamais j'aurais travaillé pour ce truc-là qui était ma passion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'était totalement impossible de mettre sur la même ligne un truc, de me forcer à faire quelque chose pour pouvoir aller plus loin dans l'exercice d'un truc qui est juste un jeu et une passion, tu vois. Et typiquement, instrument de musique, je suis, mais alors, nul à chier pour me mettre à apprendre un instrument de musique. J'ai pas la pugnacité nécessaire parce qu'en fait ça va concerner que moi et ma gueule, tu vois, genre. Et du coup j'ai beaucoup de mal, genre si demain tu me dis on va créer un groupe, il faut que tu apprennes le piano, je serai 15 000 fois plus intransigeant envers moi-même pour faire l'apprentissage. Mais là si c'est pour moi juste pour chanter des trucs et jouer 3 morceaux de piano, vraiment je n'arrive pas à avoir ce move là, tu vois, de travail sur le moyen long terme de quelque chose qui m'offrira un plaisir sur le coup plus tard. Je vois. Mais après, moi, c'est une conviction que j'ai personnelle, c'est que tu travailles beaucoup plus pour des personnes que pour des choses. Ouais, bien sûr. Et donc, il est évident que moi, là où j'ai eu le plus de pugnacité et de patience et d'apprentissage et de travail, c'est parce que j'étais heureux de le faire avec d'autres personnes qui m'inspiraient ou avec qui j'étais heureux de partager cette aventure, tu vois. Moi, tout seul, en fait... Je m'intéresse pas beaucoup, tu vois. Je vais jamais avoir beaucoup de plaisir à me dire parce que, en fait, oui, le fait de maîtriser un morceau en autodidacte, ça m'a jamais intéressé. Donc oui, moi, mais c'est complexe parce que le terme de travail, moi, ce qui me plaît, c'est pourquoi on le fait. Ouais. Et donc du coup, ça devient immédiatement indolore si je sais pourquoi on le fait. Ah, ça devient immédiatement indolore ? Indolore, oui, c'est clair. Ça, je le ressens plus. Moi, j'ai aucun problème, et dans des temps longs, à rester faire des sessions d'écriture jusqu'à 2h, 3h du matin.
parce qu'en fait, il y a besoin de le faire, on le fait. On est en train de jouer la pièce. Alors ça, pour le coup, exemple concret. Par contre, moi, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que j'ai écrit un seul en scène. Je l'ai joué. Tu peux te dire, et je connais des amis qui écrivent des pièces, et une fois qu'elle l'est jouée, ils ne la remodifient quasiment pas. Moi, mon seul en scène, je l'ai joué 90 fois. J'ai remodifié la forme quasiment 60 fois. Parce que je considère que c'est vivant de s'améliorer en permanence. Et il n'y a pas de... C'est là où on a l'opposé du côté à rebours de il y a une date butoir, t'as 20, t'as pas 20, mais après ça passe. Non. En fait, si le projet il est présenté et qu'on peut l'améliorer, même si ça me demande de l'énergie, s'il y a besoin de le corriger et qu'il faut le faire, on le fait. Putain, tu vois, le truc de plaisir, du fait que ce soit indolore de travailler si c'est pour une passion ou si c'est parce que c'est nécessaire par rapport à une deadline, ah oui, ça va quand même me faire chier, tu vois. Je vais le faire, hein. Mais je vais pas forcément le faire en disant c'est indolore, tu vois. Genre vraiment, je sais que parfois je vais me faire violence et je sens que je me fais violence, mais pour quelque chose où j'ai un engagement ou même pour moi, tu vois. Mais genre, il y a aucun moment. Bah, il y a des choses. Non, mais moi, dans mon métier, il y a des choses évidemment qui sont toutes celles qui ne sont pas artistiques, qui sont pénibles. C'est vrai que devoir s'occuper de la communication, devoir s'occuper de la diffusion, du côté commercial de notre métier, c'est des choses quand c'est à toi de le faire, c'est sûr. C'est très pénible, donc tu t'obliges à le faire. Il y a toujours des choses. Mais dans le côté artistique, c'est... En fait, comme j'ai une nécessité de résultat vis-à-vis des gens qui vont venir voir le projet que je fais, je me pose pas la question d'est-ce que ça me fait plaisir ou pas. Je me dis, je ne veux pas les décevoir et ils vont payer une place. Je peux pas me permettre de pas donner 100%, mais comme du sport de haut niveau, tu vois. Ouais, j'entends, mais tu vois, nous, dans le travail qu'on fait, on fait des animations pour des entreprises. Oui. Et moi, je crée les jeux en plus et j'ai un rendez-vous client, machin, on intègre leurs demandes, etc. Bah, toute cette partie-là, elle est douloureuse. Ce qui me plaît vraiment là-dedans, c'est l'animation, le jour J, le contact avec les gens, le vrai truc humain qui se passe. Mais alors, toute la partie d'avant, je vais la faire. Et je vais la faire, je pense, plutôt bien, tu vois, en me donnant de moi-même. Mais je sens que ça va être douloureux à certains moments, quoi. Parce que ça bouscule certaines valeurs chez moi parfois ou d'autres raisons, tu vois. Mais c'est pas ça le... Je trouve que, tu vois, j'aime, tu vois, par exemple, mon travail actuellement. Je l'aime bien. J'aime, au-delà, sans parler de l'entreprise, sans parler des gens avec qui je travaille, tu vois. Je parle vraiment du cœur métier de ce que je fais. Je prends du plaisir à travailler. Mais je le prends juste pour la finalité. Et je suis très sincère avec moi-même. Dans mon travail actuellement, si j'enlève la partie où j'anime devant les gens et on fait des blagues au micro, etc., bah je le fais pas, tu vois. En fait, ce que j'aime là-dedans, c'est la finalité et voir les gens se marrer, des gens qui ont payé une certaine somme pour avoir une animation, tu vois. Mais toute la partie d'avant, je la décorrèle totalement du plaisir que j'ai à travailler, tu vois. En fait, être de le cul sur une chaise dans un bureau, faire les trucs, c'est pas ça qui fait que j'aime actuellement le travail. Mais du coup, je veux pas dire que j'aime le faire, mais je le fais parce que je vois le bout du tunnel. Mais je suis très sincère avec moi-même en disant que non, tu vois, genre si tu me demandes de faire que ça, bah j'aime pas le faire factuellement, tu vois. Je prends pas un plaisir à le faire. Par contre, je prends un plaisir dans la finalité, tu vois. Mais, et vu que je sais que l'un est corrélé à l'autre, j'ai pas le choix. Mais, tu vois, je trouve ça dur. Parce qu'en fait, dans ce côté-là, tu vois, genre, je pense qu'il y a plein de gens, c'est pareil dans leur métier. Il y a des choses qu'ils aiment dans leur métier et ils aiment travailler concrètement, peut-être 15-20% des choses qu'ils travaillent vraiment dans la journée, tu vois. Et ça me paraît être assez sain et normal comme rapport et en même temps très dommageable, même si on fait un travail passion, tu vois, parce qu'on fait des travails passion quand même, j'ai l'impression. Enfin, moi, je considère que je fais pas un travail passion. Ah ouais ? Bah, si on parle de moi, ma passion n'est pas le théâtre. Donc, je fais pas un travail passion. Je peux très bien vivre sans le théâtre. Ok. On avait déjà peut-être parlé, mais moi, ma vraie passion, c'est la musique. Je peux pas vivre une journée sans musique. Je fais un travail dans un domaine artistique dans lequel je vois que j'ai des compétences, une facilité et un goût du travail et de la capacité à avoir une marge de progression et de pouvoir sortir mon épingle du jeu qui est supérieure à dans d'autres domaines, tu vois. Il y a un rapport... Club électronique, désolé. Il y a un rapport d'opportunité et de plaisir à faire et du sens aussi à trouver... Enfin, c'est un peu la parabole des talents. Je suis pas du tout catholique, mais la parabole des talents où chacun doit trouver le métier qui correspond à son talent. Moi, j'ai un peu le sentiment que mon talent m'amène à être sur scène et j'y peux rien, mais je suis responsable d'aller au bout de ça parce que j'ai eu des facilités au départ. Parce que Dieu m'a donné ce pouvoir. Bah, c'est pas Dieu parce que je crois pas à Dieu, mais en revanche, oui, c'est-à-dire que je constate bien que par rapport à d'autres, et depuis que je suis tout petit, j'ai des facilités dans la mécanique de répartie, d'humour, de jeu, d'interprétation. Et en fait, je peux pas juste considérer, et voir les gens aussi, que
ils sont touchés quand je suis sur scène et que ça leur plaît et qu'ils veulent me suivre. Donc j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Donc à partir de là, mais c'est comme un cuisinier qui aurait un don pour la cuisine. S'il en fait son métier, bah oui, s'il doit travailler pendant 20 heures la sauce parce que jusqu'alors elle n'est pas parfaitement bonne, moi en tout cas c'est $1 de bosser 20 heures cette sauce, tu vois, c'est $1 de bosser pendant 20 heures une réplique, pendant 20 heures un texte tant que je le sais pas, parce que ça fait partie du job, quoi. Donc là actuellement le pourquoi de t'aimes travailler ou pourquoi tu travailles entre guillemets, sans parler encore une fois, on parle vraiment du mot, de l'action de travailler, c'est même pas pour toi que tu le fais, j'ai l'impression. Bah moi ce qui m'épanouit c'est tester des choses différentes et d'apprendre. Mm-hmm. Donc ce que j'adore, c'est que là je suis en train d'apprendre du montage, j'adore écrire, donc j'adore jouer. J'adore jouer évidemment. Bien sûr que j'adore jouer. Mais je pourrais jouer sans travailler pendant 10 heures pour jouer mieux, tu vois ce que je veux dire ? Or je le fais quand même. Je le fais parce qu'en fait c'est une question de responsabilité, quoi. Vis-à-vis des personnes qui vont venir voir. Pas que, vis-à-vis aussi de mes partenaires de jeu, vis-à-vis du producteur qui met les billes dedans, et du pas théâtre. Vis-à-vis de toi-même ? Bah vis-à-vis de moi-même, c'est juste une notion. Moi en fait, je veux pas supporter. En fait, c'est lié à un événement personnel, c'est-à-dire que moi c'est drôle, on en revient, on va boucler avec ce qu'on a dit au départ. Et on va clôturer en plus, ça sera absolument. Parfait. Bah j'espère. En gros, 6e, 5e, donc on fait classe handball rugby. Ouais. J'étais le meilleur joueur de mon équipe en 5e. Ok. 6e, 5e, j'avais jamais fait de hand avant et voilà. Et après, je me repose sur mes lauriers. Et 4e, 3e, physiquement les autres se développent et puis moi je bosse moins et je me retrouve à être le dernier. Mais à tel point que je me retrouve un jour, je crois qu'on a peut-être déjà parlé de ça, mais je me retrouve un jour où on part en 3e à un match, et dans les vestiaires, je suis le seul du groupe à qui dit devant tout le monde, le coach, non Rémi, toi pas la peine de te changer, de toute façon tu joueras pas. La violence. Violence, inouïe, humiliation, évidemment je fais la gueule, je vais me mettre dans les... Et lui il arrive à me voir et fait, bah écoute, pourquoi tu fais la gueule ? Pourquoi je fais la gueule ? À ton avis, pourquoi je fais la gueule ? Il me fait, fais pas la gueule, t'aurais préféré quoi ? Rester chez toi au lieu de supporter tes potes qui vont jouer là ? Et ça m'a instruit sur un truc, à ce moment-là, c'est de me dire, tu ne peux pas t'en vouloir, tu ne peux t'en vouloir que si t'as pas tout donné. Et c'est pour ça que là, je m'en voudrais à moi-même de pas... être bon sur scène si j'ai pas tout donné pour être bon sur scène, tu vois. Mais je prends une comparaison avec un coureur de 100 mètres. Si un coureur de 100 mètres court 11 secondes sans bosser, même si c'est incroyable de courir 11 secondes sans bosser, bah en fait c'est con. C'est con parce que si en bossant il peut être à 10 secondes, bah tu vois. Tu considères que c'est gâcher un talent de pas... Oui, parce alors c'est personnel, mais moi je trouve que l'épanouissement il va dans le fait de repousser ses limites et d'aller au bout de ce que tu as pu donner. Et moi j'ai eu un immense plaisir parfois à être en échec, mais parce que j'avais tout donné, tu vois. Et je ne veux plus jamais me dire que je me suis vu plus beau que je n'étais et d'avoir vu des gens qui étaient matériellement moins talentueux que moi me dépasser parce qu'ils avaient plus bossé. Et en fait on est dans un métier où le talent c'est 5%. Le travail, c'est 45% et la chance, c'est 50%. Ça tend à se généraliser dans tous les domaines. Sûrement, ouais. Je pense vraiment. À part des trucs de niche. Mais mathématiquement, c'est ça. Et moi, je vois trop de personnes, tu vois, et on est dans un métier où on est comparé à des gens qui sont au cinéma, à la télé, c'est normal. Mais quand tu commences de plus en plus à voir ce que sont les arcanes, et toi, tu le vois quand tu as vécu un peu les arcanes de la radio et de la télé, ouais. Les 3/4 des gens que vous voyez sur scène, au théâtre, au cinéma, oui, ils ont du talent, mais des gens qui ont du talent, il y en a partout. C'est des taffeurs de malades. C'est des taffeurs de malades. Et ça ne se voit pas. Et vous avez l'impression de les voir parce qu'ils ont plus de talent que les autres. Parce que tout le storytelling nous pousse à croire que ce sont les élus. Sachez que s'ils sont devant vos yeux, c'est parce qu'ils ont taffé 3 fois plus que d'autres. 3 fois, voire 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et qu'il y a une part de chance. Bien sûr. Voilà. Le bon projet au bon moment, la bonne rencontre. Oui, mais et en puis, fait, tout ça, est-ce que physiquement t'es beau ? Bon, y a on pourra faire un truc sur la chance, mais moi, je crois pas vraiment à la chance. Tu vois, je pense vraiment que tu provoques ta chance en travaillant justement et en donnant dans des domaines très précis. Tu vois, dans les médias, j'ai vu des gens qui ont réussi et on pourra dire, oui, mais parce qu'en fait, il a bossé avec machin en tant qu'assistant et après, il a ses pairs. En fait, il a pas juste bossé avec machin. Il a bossé comme un chien de la casse avec machin. Ouais. Il s'est arraché, il n'avait pas compté ses heures avec machin. Et il s'est fait remarquer. J'ai un rebond, point promo, très rapide. Exemple concret de chance. On fait le moment promo. Ok. Mais ça va corroborer ça. C'est-à-dire que moi, donc ça fait 5 ans que je bosse comme un fou sur des projets où je me paye très peu parce que j'essaye d'avoir de l'ambition de faire des choses qui me plaisent artistiquement.
et qui sont pas dans la facilité. Donc j'ai perdu énormément de... Pas perdu, c'était pas perdu, mais j'ai beaucoup donné investi d'heures qui n'étaient pas forcément rémunérées. En janvier, j'ai décidé de me mettre en retrait après Avignon pour la pièce François Ier, parce que la mise en scène était très peu payée, quasiment pas payée, et que c'était le travail le plus énergivore. Et je ne savais pas ce que j'allais faire après. On a lancé le podcast parce que j'ai essayé de dire ok, j'ai fait un bilan de 5 ans, le théâtre ça paye pas par rapport à ce que j'ambitionne de faire. Le podcast là, on se fait des couilles en or. Absolument pas du tout. Mais on prend plaisir à faire ça. Oui. Et à Avignon, on se retrouve dans un théâtre dont le directeur a des pièces qui cartonnent à Paris sur Sherlock Holmes. Et le gars me repère à Avignon pendant que je joue. Il m'a pas vu sur scène, mais voilà, dans les travées. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'auditionner pour Sherlock Holmes ? Et là, on a auditionné, j'ai été pris. Je rentre dans un projet qui a 400 à 500 dates par an, qui est un énorme truc où la communication se fait toute seule. Ça fait plus de 500 000 spectateurs depuis 5-6 ans à Paris, c'est énorme. Et je rentre dans ce que je rêvais d'avoir quand j'étais en sortie d'école. C'est un projet où moi j'ai juste à faire mon taf, c'est-à-dire connaître mon texte et être à l'heure et jouer. Et toute la partie démarchage, communication, ça, j'ai pas à la faire. Mais comment c'est arrivé ? C'est marrant. Tu peux considérer que c'est une part de chance. Tu peux considérer que c'est une part de... en fait, c'est la conclusion de 5 ans. Oui, mais j'aurais pu tout à fait... T'étais au bon endroit au bon moment aussi. J'aurais pu être au bon endroit. Pourquoi t'étais à Avignon ? Parce que t'avais ta pièce que t'avais mis en scène. Et aussi, voilà. Mais il y a toute une corrélation de choses qui font que les gens qui me suivent de ce milieu-là, qui ont appris la nouvelle, me disent « Tu le mérites trop, c'était sûr, et ça prouve tout ton travail. » Moi, je suis certain qu'il y a une part qui est vraie et une part qui est fausse, c'est-à-dire qu'il y a une part de chance. C'est-à-dire que j'aurais pu tout à fait ne pas être pris ou ne pas avoir... Ne pas croiser ce gars ? Oui, ou ne pas le croiser. Et juste ne pas le croiser déjà. Oui, ou le croiser, et c'est pas le moment où il recrute. Ouais, c'est ça. Ou alors tu passes le truc et t'es pas pris. Mais il y a une chance, c'est-à-dire qu'il y a une part de pugnacité, c'est-à-dire que plus tu travailles et tu ne lâches pas suite aux déceptions, plus tu te mets en disposition d'opportunités. Mais bien sûr. Voilà. C'est marrant. Est-ce que je peux dire la première chose que je t'ai dit quand tu m'as dit que t'étais pris ? Oui. Ce qui pour moi est une aberration, mais on en parlera. Ah bah oui. Tu m'as dit que t'étais pris pour jouer Sherlock Holmes et je t'ai dit putain, enfin un vrai rôle de comédien. Mais parce que c'est enfin une pièce que t'as pas écrite toi-même. Mais non, mais en fait pour moi c'est lunaire de dire ça. Je sais, mais en fait c'est juste que c'est pas toi qui as mis. Oui, mais pour moi c'est... Non mais attends, pour moi c'est lunaire parce que c'est comme si tu disais à un chanteur « Ah, enfin tu vas chanter une chanson que tu n'as pas écrite toi-même ». Mais c'est deux choses totalement différentes que d'être crédible. Je suis pas d'accord. Ah bah si. T'étais pas la maison d'édition, t'étais pas le... Non mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que sur le sujet... T'as mis en scène, écrit les rôles et... Mais non mais c'est quelqu'un qui chante. Oui. Le métier de chanteur et le métier de compositeur sont deux métiers qui n'ont rien à voir. Je parle aussi de la distribution là-dedans. T'étais là, ton propre agent aussi en tant que personne qui faisait les pièces. Tu vois, genre tu faisais tout de A à Z. La communication, la mise en scène, l'écriture, l'acting. Pas toujours, non, pas toujours. J'ai joué dans des pièces où, mais tu m'avais pas vu dedans, on se connaissait pas à l'époque, mais j'ai joué dans des pièces où j'étais uniquement comédien et tout ça. Mais c'est juste que ça renforce la difficulté que de jouer une pièce que tu as écrite. Ça ne la facilite pas. Bah, non, j'en suis même sûr et certain. Alors je vois. C'est pour ça. En termes d'ambition et de pression, je peux comprendre que ce soit plus délicat. Non, purement artistiquement, c'est plus dur. Oui, c'est plus dur parce que tu es obligé de te détacher d'un texte que tu as pensé dans ta tête et il faut que tu le joues. Enfin, c'est deux choses très différentes que de jouer et d'écrire. Et donc souvent. T'étais le moins bon vendeur de ton propre texte parce que tu ne te fais pas confiance. Donc non, c'est beaucoup plus simple de jouer un texte d'un autre parce que tu te lâches en tant que comédien et tu te focalises sur ton jeu et tu passes pas toutes les 2 secondes à dire attends, est-ce que cette phrase elle est bien ou est-ce que je devrais pas la changer. Il y a une appréciation différente du texte. T'es en train de te juger en permanence. Mais bref, donc oui, bref, voilà. Ça me fait vraiment beaucoup marrer de me dire ça à chaque fois. Et je viendrai te voir, bien sûr. Et on pourra te voir quand ? Alors, à partir de quand, en tout cas ? À partir de quand on annoncera peut-être plus tard ça, parce que ça va venir petit à petit, vu que le fameux qui m'a recruté, là, Christophe Delors, il a une exigence très forte sur ce rôle, donc il va me faire travailler très très fort le rôle. Donc je pense que je vais commencer en octobre-novembre. Ok. Mais la pièce est déjà disponible si vous voulez aller la voir. C'est au Théâtre des Trois Clés. Et voilà, donc... on viendra voir la première, bien sûr, pas pour mettre de la pression. Ça me gêne pas. Un bon pote. Ça me gêne pas du tout. Mot de la fin sur le travail. Attends, et toi ? Instant promo. Non, ma promo. Mais moi, je serai sans doute au Printemps Nation le week-end prochain parce qu'il commence à faire froid et j'ai pas assez de pull. Donc c'est une heure ? Un horaire ? Oh là là, ça c'est souvent le dimanche. Non mais rendez-vous. C'est souvent le dimanche en vrai. Mon rêve. On fait un meet-up. Bien sûr. Bien sûr. Il y aura vraiment...
Oui, mais justement. Non, sans doute vers 15-16 en général, c'est là que je me réveille, que je fais mes trucs, tu vois, genre le dimanche, je fais mon ménage avant, je vais au marché le matin. 15h ou 16h, si quelqu'un veut venir te voir. Le temps que je choisisse le pull, les deux. Le temps. Donc plutôt 15h si on veut participer à la recherche. Bien sûr. Venez nombreux. Pour finir sur le travail, du coup, si tu avais peut-être un... Parce que du coup, on a deux rapports quand même assez différents sur le travail et c'est hyper intéressant. Toi, si tu devais, je sais pas, genre donner des tips ou des conseils ou alors des... Chacun a une manière de penser très différente. Moi, j'ai discuté avec mon meilleur ami de ça très longtemps et on s'est dit, moi, je sais que ce qui m'aurait aidé à beaucoup plus bosser mes devoirs à l'école et essayer de charbonner, être en élite, tout ça, c'est de voir l'impact monumental sur ta liberté de choix après. En fait, c'est fou de se dire que à un âge où tu n'es pas mature et où tu ne sais quasiment pas ce que tu vas faire plus tard, si tu travailles tel qu'on te le demande et tel que le système valorise ce travail-là, à fond, ça te donne une marge de manœuvre salariale et de choix professionnel inouï, parce qu'il est bien plus facile d'avoir fait Polytechnique et de devenir maçon que de commencer par faire un BTS maçonnerie et de finir à Polytechnique. C'est-à-dire que si tu réalises finalement que toi, tu rêvais de faire du conseil en stratégie alors que tu avais fait une formation de maçon, tu peux pas. Alors T'entends ça, papa ? Tu peux pas. Non, mais le système, et je le condamne, mais le système est fait de telle façon que, voilà. Et on se dit, mais c'est même pas travailler pour le goût de travail. Mais si tu n'aimes pas travailler, moi, je te montrerai juste des statistiques. Moi, je me montrerai à moi-même petit. Voici les statistiques objectives de quelqu'un qui a entre 15 et 20 à l'école. Et ça lui demande 2 heures de travail de telle manière. Ok, voilà. Voilà le gap énorme qu'il a derrière au niveau salarial et choix que quelqu'un qui fait L parce qu'il adore la littérature et qui croit vraiment au fait que ça va lui apporter. Et en fait, il n'y a pas de débouché parce que les études de langue comparée à la fac, derrière, j'ai vu la manif, il y avait quelqu'un qui était interrogé, qui a fait 7 ans d'archéologie et qui réalise qu'elle n'a pas de travail, qu'elle est au SMI, elle est au RSA, et que voilà. Et en fait, ce rapport de réalité, moi, il m'aurait parlé. Ok. Les générations nouvelles, je crois, sont beaucoup moins que nous et générations au-dessus focalisées sur le travail. Hein. C'est le sens. Sur le sens, mais pas sur le travail. Sur le mais fait parce de que travailler. Le travail, de toute façon, n'est pas une valeur, parce que si c'était une valeur, c'est André Comte-Sponville qui le dit, André Comte-Sponville, philosophe, qui dit que le travail n'est pas une valeur, parce que si c'était une valeur, vous seriez capable de le faire gratuitement. Oui. Personne n'est prêt à travailler toute sa vie gratuitement, contrairement à la notion de justice, la notion d'amour, et voilà. Et on embrasse les bénévoles des associations. Absolument. Mais moi, il y a autre chose que j'ai appris qui m'a sauvé la vie aussi, c'est qu'il y a forcément des choses que vous n'aimerez pas faire dans votre travail. Et il y a un truc pas mal, c'est quand vous êtes obligé de faire un truc qui vous plaît pas, essayez de le transformer sous forme de jeu. D'essayer de structurer la tâche à faire sous forme de jeu. Parfois, c'est un bon moyen de rendre le truc plus digeste à faire. On se clôt là-dessus ? Ouais. Allez, prochaine fois, on parlera sans doute des échecs. Donc, Et pas du jeu en bois. Non, malheureusement. Tu peux pas rocker. Ta tour est mal placée. On parlera des échecs professionnels et personnels et de comment on a réussi. Ça devient une émission psycho de France Inter. On va accueillir notre psychologue et notre invité. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on vous parlera de ça. J'espère que vous avez passé un bon épisode. Rémi, des gros bisous. On peut peut-être leur demander des vocaux d'ailleurs. Ah, les vocaux. Le watch time va être naze. On fait ça à la fin, mais c'est pas grave. On attend. On en a reçu quelques-uns. C'est pas vrai, mais c'est pour appâter le chaland. On attend toujours des vocaux. N'hésitez pas sur Instagram à nous envoyer des vocaux. Et si vous avez des numéros perso, sur WhatsApp aussi, avec des questions non existentielles ou existentielles que vous vous posez. On les diffusera, on essaiera d'y répondre et de vous accompagner dans ce raisonnement. Et même si la question est vraiment très stupide, on la prendra premier degré. On prendra tout premier degré, car Rémi ne sait pas faire autrement de toute façon. Ça n'a aucun intérêt le second degré. Je supporte pas ça. Allez, on s'embrasse. Gros bisous. Gros bisous.